Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel enregistrement du Nouvel Esprit Public, nouvel enregistrement qui a lieu comme une fois par mois en public à l'école alsacienne devant un public nombreux qui n'a pas craint de ruser avec les terribles interdictions qui pèsent aujourd'hui sur la circulation parisienne en raison de l'immense nombre de chefs d'État venus pour les commémorations, publics nombreux, que nous sommes toujours heureux de voir parce que, évidemment, toutes les formes de soutien parviennent jusqu'à nous, elles sont toutes agréables, mais celle-là, elle est en chair et en os et elle a toujours pour nous quelque chose de particulier. Puis c'est aussi l'occasion de remercier l'école alsacienne dont le soutien ne se dément pas depuis nos premiers pas. À propos de soutien, je ne vais pas recommencer à faire l'ordre mendiant, mais cependant, je tiens à vous préciser qu'il est toujours possible de nous soutenir en s'abonnant. Tout est écrit sur notre site, le Nouvel Esprit Public sans séparation. .fr. Vous y trouvez le texte des présentations de nos conversations. Vous y trouvez aussi les recommandations, le détail des recommandations que nous faisons dans notre dernière séquence, la séquence des brèves. C'est aussi d'ailleurs sur ce site qu'on peut s'inscrire, puisque quelqu'un me posait la question tout à l'heure, c'est sur ce site qu'on peut s'inscrire à notre prochaine émission en public à l'école alsacienne qui aura lieu le 9 décembre. Maintenant que vous savez tout, vous n'avez pas oublié non plus que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, et Le 1 publie cette semaine un numéro consacré à l'évolution récente des rapports entre médecins et malades, à la crise de confiance réciproque qui s'est installée entre eux et aux sources possibles de cette crise. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait nous soutenir et nous avons pour habitude de remercier ceux qui nous soutiennent, mais cette fois-ci, nous le ferons à la fin de l'émission que nous allons faire avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, et avec Lucille Schmitt. Nous commencerons par nous intéresser à l'armistice 100 ans après et une fois n'est pas coutume, avant d'introduire ce sujet, je dirais un mot de quelque chose qui m'a choqué. La Banque de France a son siège social à Paris. Dans ce siège social, il y a une cour. Dans cette cour, il y a un monument aux morts imposant comme on peut l'imaginer. Tous les ans, le gouverneur de la Banque de France dépose une gerbe devant ce monument aux morts. Il ne la dépose jamais le 11 novembre, parce que quand même, le 11 novembre, c'est férié. Mais cette année, où c'est donc le dernier centenaire, le dernier jour du centenaire, la dernière célébration du centenaire, cette année, c'est vendredi, qui était le 9 novembre, que cette gerbe et cette petite cérémonie, avec sonnerie aux morts et garde mobile en uniforme, a été célébrée. Je sais bien qu'à la Banque de France, on a des cadences infernales. Je sais bien qu'on y a des salaires de misère. Je sais bien que le gouverneur est sans doute payé avec une aumône, mais enfin quand même, une fois tous les 100 ans, le sacrifice d'une journée de congé, qui peut sûrement être rattrapé après par des RTT, pour être là, le jour où on célèbre l'armistice, c'est-à-dire où on s'arrête une seconde sur la quantité de sacrifices et de souffrances qui ont été faites, il me semble que ça fait partie des choses possibles, et que de ne pas le faire est aussi une des manifestations de ce que beaucoup de gens considèrent être l'éloignement entre le haut de cette société et le reste. 100 ans donc après la signature de l'armistice qui a mis fin à la Grande Guerre, le 11 novembre 1918, le président de la République reçoit aujourd'hui à Paris une soixantaine de chefs d'État pour une cérémonie de commémoration, ainsi que pour l'ouverture d'un forum international de la paix qui se tiendra dans les Halles de la Villette jusqu'au mardi 13 novembre. La cérémonie d'aujourd'hui vient clôturer une série d'hommages et de célébrations organisées depuis 2014 et plus particulièrement cette semaine lors d'un voyage présidentiel dans 11 départements de l'Est et du Nord de la France. Voyage qualifié par l'Élysée d'itinérance mémorielle. Commencé à Strasbourg dimanche dernier en présence du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, achevé hier lors d'une cérémonie à Compiègne avec la chancelière Angela Merkel, cette itinérance a été marquée par la volonté présidentielle de rendre hommage aux soldats ordinaires de la Grande Guerre. À ce titre, Emmanuel Macron a annoncé mardi, lors d'un discours prononcé sur le lieu de la bataille des Éparges, l'entrée prochaine de l'écrivain Maurice Genevoix au Panthéon. En outre, la semaine de commémoration a fait une place particulière aux troupes coloniales qui ont été célébrées par une cérémonie spéciale qui s'est tenue à Reims, en présence du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, tandis que la première ministre britannique, Theresa May, a été accueillie vendredi par le président de la République dans la Somme.
Pour autant, le parcours mémoriel du président qui s'achève aujourd'hui a été en partie marqué par une tentative de l'opposition de renvoyer le gouvernement à ses difficultés actuelles et par une polémique sur la place à accorder dans la commémoration au maréchal Pétain, dont le nom a été finalement retiré de la liste des maréchaux commémorés ce dimanche. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Bien, il me semble que assez régulièrement, l'histoire se venge quand la politique veut l'instrumentaliser, et c'est ce qui s'est passé. Donc finalement, on a le télescopage d'une commémoration, d'un événement historique absolument majeur, et puis d'une démarche politique du président de la République, à la fois intérieure et puis en direction de la communauté internationale. Si on regarde la grande histoire, cette grande guerre est absolument fondamentale, comme le disait François Furet, c'est la matrice du XXe siècle. La guerre totale a engendré l'État total, et l'État total a engagé et créé ensuite les totalitarismes. On a eu la révolution bolchevique en 1917, et puis ensuite les révolutions du fascisme et du nazisme, qui toutes deux ont été conduites par des anciens combattants, Mussolini et Hitler. Deuxième chose fondamentale, c'est le suicide de l'Europe. L'Europe libérale du XIXe siècle, avec une liberté parfaite de circulation des gens, des biens, des capitaux. Une Europe qui, en 1900, d'ailleurs ça n'était pas tenable, mais dont il faut se rappeler qu'en 1900, elle contrôle 70% des terres et des populations dans le monde. Il faudra attendre les années 1990 pour retrouver un taux d'ouverture comparable sur le plan économique. Il faudra attendre la chute de l'Union soviétique pour que l'Europe renoue à la fois vraiment avec son unité, sa souveraineté et sa liberté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est frappé du fait que nous fêtons cette commémoration dans un environnement international qui est singulièrement dégradé, des menaces majeures qui sont de retour, les guerres de religion, le djihadisme, les démocratures, le combat entre la démocratie libérale et illibérale, bref, la liberté politique est déjà de nouveau en jeu. Et c'est vrai qu'un certain nombre de comparaisons frappent malheureusement avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire une nouvelle grande crise économique qui a remis en question et déstabilisé les classes moyennes, une nouvelle deux guerres froides, États-Unis-Chine et puis États-Unis-Russie, l'absence de réassurance du système international, l'ONU se met à ressembler à la SDN, il n'y a plus de garantie de sécurité américaine. Donc tout ça, ce sont quand même des choses majeures dont on aurait pu et dû parler. Et que s'est-il passé ? Eh bien, la politique, la petite politique, a évidemment emporté la grande histoire. Donc cette itinérance mémorielle s'est transformée en errance. De quoi a-t-on parlé finalement ? De politique énergétique avec l'idée bizarre de taxer plus pour subventionner plus la consommation de carburant. Une confusion sur la défense. On a annoncé qu'on allait réintégrer tout le coût des opérations extérieures dans le budget de la défense. Donc en fait, ça revient à priver de tout effet la loi de programmation militaire qui a été votée en juin. L'Europe est accusée d'être ultralibérale en même temps qu'on propose la création d'une armée européenne. Et puis enfin, il y a cette erreur majeure sur le maréchal Pétain. Les faits sont clairs. Oui, le maréchal Pétain est le vainqueur de Verdun, mais oui, il est également le chef de l'État français condamné pour indignité nationale. Donc il est évidemment totalement exclu de l'honorer de quelque manière que ce soit. Donc finalement, sur ce volet proprement politique, que constate-t-on ? Eh bien, finalement, cette itinérance qui devait marquer la réconciliation du président avec les Français marque plutôt un éloignement supplémentaire, à mon sens. Et je crois que également sur le plan international, ce qui se passe aujourd'hui, on voit que Emmanuel Macron se trouve seul dans un univers international qui est un univers aujourd'hui extrêmement déstructuré. On a face à face les États-Unis de Trump et la Russie de Vladimir Poutine, une chancelière allemande qui est extrêmement affaiblie et qui fait qu'il n'y a plus de possibilité de refondation de l'Europe. Et la tentative d'Emmanuel Macron d'être le meilleur ami de Donald Trump s'est achevée sur le tweet vengeur du président américain à son arrivée sur le sol français. Donc sur le plan politique, il est clair que ça marque une chose fondamentale. Depuis 2017, la France a changé, l'Europe a changé.
Le monde a changé. Si Emmanuel Macron veut rester simplement inchangé et dans sa stratégie et dans sa manière d'exercer le pouvoir, il est certain qu'il va devant des jours difficiles. Béatrice Gibel. Eh ben, le voilà habillé pour l'hiver, notre président. C'est le moins qu'on en puisse dire. Moi, je ne fais pas la même lecture aussi sévère que celle de Nicolas Bavrez. Je pense qu'il était tout à fait important de marquer ce centenaire de 18 en allant sur des terres qui sont toujours aussi marquées et visiblement marquées. Moi, je suis originaire du Nord, donc je sais, je le vis. Voilà. Et je pense que c'était très, très important et qu'une grande partie des Français qui sont au sud de la Loire n'ont pas ce vécu, si vous voulez, de voir villages détruits, les zones rouges. Il y a quelque chose de poignant là-dedans. Aller à Vimy, c'est poignant. Je pense que c'était important et d'y prendre le temps, malgré toutes les contradictions qu'on peut y voir, les insatisfactions et tout. Et on a dit c'est un mélange des genres. Voilà. Bah oui, c'est un mélange des genres parce qu'on est en 2018, que ce sont des régions qui sont encore en très très grande difficulté et elles le sont depuis très longtemps. C'est quand même l'Est et le Nord, les régions qui sont touchées par un chômage supérieur à la moyenne nationale depuis les années 70. Donc ça fait très très long cette histoire-là. On est quand même maintenant à une deuxième génération et dont les enfants, on se dit qu'eux aussi, à cette troisième génération, ce sera extrêmement difficile. Donc, c'était absolument inévitable. Là où on se rend compte d'un décalage entre ce qui se passe en haut et ce que les gens vivent quand ils sont en bas, c'est que le terme d'itinérance n'a pas été compris. Les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire, itinérance. C'est un terme déjà, c'est simplement, je ne le dis pas du tout par mépris pour ces gens, c'est simplement pour qu'on comprenne les décalages entre ce qu'ils ont à nous dire et ce qu'on a à comprendre d'eux et la façon dont on s'adresse à eux. Et je dois dire que j'ai été pour ma part choquée par la place que prenait l'augmentation des carburants dans cette affaire-là, y compris dans les médias. Y compris chez les journalistes, qui ont donné un écho à cela que je trouve, je vais prendre un terme un peu fort, mais bon, on est là pour débattre, indigne. Parfois, c'est j'allais dire, au rôle des intermédiaires, comme le sont les médias, à essayer de tirer vers le haut, à essayer de donner la mesure de ce que ça représente, ce centenaire de 18, compte tenu d'un moment où, effectivement, la construction européenne peut vaciller et être fragilisée. Donc, c'est plutôt ça, moi, qui m'a choquée, je dois dire. Voilà. Lucile Schmitt. Chacun son émotion. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que dans ce qui s'est passé autour des polémiques qui ont été rappelées par Nicolas ou de la manière dont on a débattu de ce choix d'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron, c'est l'état de notre débat politique. D'abord, je voulais quand même rappeler qu'il y avait une mission du centenaire qui a été créée du temps du quinquennat de François Hollande, 2014-2018. Donc, d'une certaine manière, il y avait déjà une manière d'enjamber l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et moi, je trouve que cette question de profondeur par rapport à la manière de regarder la Grande Guerre, la très grande guerre ou la guerre mondiale, puisqu'au fond, il y a aussi un débat sur la qualification de cette guerre que je trouve assez passionnant, parce que ça a été rappelé par Nicolas et Béatrice. Au fond, la question territoriale, la question du rôle de la France, de ce qu'a souffert la France, dans cette guerre qui est une guerre européenne d'abord, puis qui devient mondiale, c'est un sujet qui concerne tous les Français. Et je trouve que dans cette mission, ce qu'avait fait François Hollande et qu'a continué Emmanuel Macron était quelque chose de très intéressant. Mais il y a, à travers ce qui s'est passé, la polémique ou de manière générale, la tonalité de la façon dont on a rendu compte de cette itinérance, quelque chose qui illustre l'état très dégradé du débat politique en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après plus d'un an avec Emmanuel Macron, on voit bien que ses adversaires, ceux qui se qualifient d'adversaires à Emmanuel Macron, cherchent en permanence quelque chose à lui reprocher et on voit que lui-même n'a pas réussi à trouver la bonne manière de parler aux Français. Je pense que ça, c'est un sujet essentiel, un débat politique dégradé à la fois à cause de la façon dont Emmanuel Macron, d'une certaine manière, veut être à la fois historien, dans la profondeur, président de la République, ce qui est compliqué.
Mais pourquoi ne pas faire preuve de créativité au plan politique ? C'est un sujet qui nous concerne. Et la façon dont ses adversaires, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui est en grande difficulté pour des raisons qu'on connaît tous, et qui, quelque part, pourrait se voir accusé, au fond, d'avoir été dans une situation d'enrichissement personnel pendant la campagne, comment est-ce qu'on cherche en permanence à faire peser sur Emmanuel Macron tout l'état de la dégradation du débat politique français et de son absence de contenu. Du coup, ce qui se passe avec la question qui a été rappelée par Béatrice sur la question de l'essence, du gasoil, etc., c'est effectivement la France du haut contre la France du bas. Et ça, c'est quelque chose qui nous saisit. Ceci dit, tu disais, nous, les gens, etc., nous, on n'est pas président de la République. Et moi, je voudrais quand même insister sur le fait que, justement, le président de la République doit parler à tous et que cette question du vocabulaire, effectivement, nous frappe. Il n'y a pas le bon vocabulaire, il n'y a pas la bonne manière, il n'y a pas le ton, il n'y a pas la forme. On a vu beaucoup... moi, je ne regarde pas beaucoup BFM Télé, mais à chaque fois que j'ouvre BFM Télé, je vois Emmanuel Macron parlant à un Français moyen ou à un Français... Et on s'aperçoit qu'il y a un hiatus de vocabulaire et qu'il y a le sentiment d'un mépris qui s'installe. Donc ça, c'était un sujet que doit traiter Emmanuel Macron. Et puis, je voudrais juste terminer en disant que, au fond, on a devant nous, comment dirais-je, on a devant nous justement toute la question de qu'est-ce que va devenir notre débat politique, qu'est-ce que c'est que ce qu'a essayé d'installer Emmanuel Macron, est-ce qu'il a échoué dans le fait, au fond, d'installer une nouvelle culture politique, est-ce que la droite et la gauche existent encore ? Il y a une extrême confusion qui règne, et d'une certaine manière, on va parler ensuite des États-Unis, on peut dire que le débat politique en France, selon des formes qui sont françaises, est aujourd'hui très dégradé et que c'est quelque chose qui doit nous préoccuper tous. Oui, cette multiplication à laquelle Lucile vient de faire allusion en parlant de ce qu'elle voyait sur une chaîne d'information en continu, cette multiplication des prises à partie des autorités, des plus hautes autorités de l'État, du président de la République, du Premier ministre, des ministres en déplacement, directement, indirectement, à travers les réseaux sociaux ou même à travers les différentes possibilités de se filmer, ça m'a rappelé une parole d'un sage, ou le commentaire d'un sage sur l'évolution de notre société, d'un commentaire de Jean-Louis Bourlange qui avait dit autrefois les politiques c'était des salauds élus par des cons et maintenant c'est des cons élus par des salauds. Je passe la parole au sage. C'était Vous avez reconnu à la modération des propos du sage que c'était antérieur à son élection comme député membre de l'Assemblée nationale. C'est une parole que dont je n'ai pas fait l'axe central de ma campagne. Moi, je dois dire que je partage un peu le sentiment d'assez profonde tristesse qu'exprime Béatrice, notamment, parce que je crois que cette semaine est globalement ratée, et elle est, alors qu'il s'agit d'un événement colossal, la Première Guerre mondiale, un événement qui nous a tous profondément marqués. Moi, mes deux grands-pères étaient des officiers, d'un type un peu particulier. L'un était marin, officier de marine, l'autre était médecin militaire. Le médecin a fait toute sa période à Verdun, et on a quand même vécu dans le souvenir de tout cela. Et un siècle après, on voit que ça n'est pas très brillant. Et ça n'est pas très brillant. Alors évidemment, il y a des erreurs de communication de la part de la présidence de la République, mais qui donc a inventé dans l'entourage du président cette idée d'itinérance mémorielle? Alors, évidemment, Madame Le Pen dit errance mémorielle, c'est trop tentant. Personne ne sait. Vous faites quelque chose sur l'itinérance mémorielle si vous faites une communication à la 6e section de l'école des hautes études. Sinon, il y a un mot très simple à la place d'itinérance qui s'appelle le chemin. Le chemin, c'est à la fois, il y a le chemin des dames, il y a le chemin de croix, il y a le chemin, tout le monde sait ce que c'est qu'un chemin, et si personne ne sait ce que c'est que le mémoriel, les gens savent ce que c'est que la mémoire, un chemin de mémoire. Je dis pas que ce soit glorieux, mais au moins c'était quelque chose qui signifiait. Je ne comprends pas cette espèce d'hyper-sophistication de la communication, alors qu'il s'agit de célébrer le sacrifice de personnes simples, humbles, courageuses, qui ont payé d'incroyables souffrances et souvent de leur vie la défense de la patrie. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais beaucoup plus. Alors, je crois que je suis aussi totalement indigné par le ton, l'hystérisation du débat sur le gazole. On peut discuter sur le gazole, tout ce qu'on voit en analyse, on voit que c'est ça. On a payé l'essence plus cher à un moment, mais que là, on a une conjonction de trois choses. On a la conjonction
fonction d'une volonté politique qui était partagée par tout le monde, à savoir que le gazole donnait immédiatement le cancer, et que c'était une cause majeure du développement des cancers. Bon, on avait ça, c'était acquis. On a eu, à côté de ça, une augmentation brutale du prix des hydrocarbures et une remontée du dollar. Donc on a eu un effet de brutalité qui contredisait cette exigence et qui faisait que peut-être on peut estimer que le gouvernement aurait dû faire un peu plus tard, un peu mieux, un peu. En plus, il a pataugé dans ses réponses, il a proposé des primes de compensation complètement bidulesques, telles que l'administration ne devrait même plus oser les formuler. Bon, tout ça, c'est vrai. Mais à côté de ça, c'est pas ça qui était en cause. On avait l'impression de quelque chose où on est le racket, le ras-le-bol, on est dans la révolte complète, et ça avait vraiment quelque chose de dérisoire par rapport à ce qu'on célébrait, c'est-à-dire le sacrifice de millions. Les sacrifices de millions d'hommes, la mort de centaines de milliers d'entre eux pour la défense de la patrie. Je trouve qu'il y a eu quelque chose d'indigne que la pollution de ces cérémonies par un débat. Et c'est pas fini, parce que je crois effectivement que dans le degré d'hystérie qu'on a atteint en France, la manifestation de la semaine prochaine va être extrêmement, extrêmement dure. Je crois que les Français devraient comprendre que leur situation n'est pas aussi dramatique qu'ils le disent, que la politique du gouvernement, qu'on peut critiquer ou pas, n'est pas complètement absurde, et qu'en revanche, les menaces sur notre liberté, sur notre prospérité, sur l'état de droit dans le monde qui vient, implique qu'on sache hiérarchiser les priorités, les efforts, et s'organiser avec courage sur le long terme en essayant de bâtir une riposte européenne adaptée, etc. Là, on est en pleine confusion. Alors, maintenant, sur l'événement lui-même, je crois que ce qui a aggravé la chose, et manifestement ce trouble était présent chez le président de la République, c'est qu'on a hésité entre deux lectures de l'événement qu'on célébrait. On ne sait pas si on a célébré la gloire des héros ou l'horreur de leur sacrifice. On ne sait pas si on a célébré des gens qui ont servi la France, qui sont morts pour la France, une expression qu'on employait, qu'on emploie encore, mais qui est jugée de façon dérisoire, par exemple par les commentaires de Mediapart ou des choses comme ça. En fait, c'est de la chair à canon, pas des gens morts pour la France. La chair à canon est à cause des industriels, ce qui est idiot d'ailleurs. Raymond Aron a écrit dans Dimension de la conscience historique des choses extrêmement claires sur les causes de la Première Guerre mondiale, et a montré que toute la thèse léniniste sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et n'était absolument pas adapté à l'analyse des causes de la Première Guerre mondiale. Donc on ne sait pas si on a affaire à des héros, à des victimes, si on doit célébrer leur gloire ou dénoncer l'horreur des manipulateurs, et on ne sait pas non plus si on doit pratiquer une sorte d'indignation manichéenne ou essayer d'avoir une intelligence réelle de l'événement. Moi, je ne suis pas d'accord avec Nicolas. Je me rappelle très bien sur Pétain. Je me rappelle très bien, parce que je suis quand même très vieux, très très vieux, puis ça s'améliore pas. Je me rappelle très bien ce qu'était le discours de mai 66 du général de Gaulle. Je l'ai en mémoire, l'extrême hiver de sa vie. Je me rappelle ces mots. De Gaulle a dit exactement ce qu'il fallait dire. On va pas accuser de Gaulle de pétainisme. À un moment, quand il a fait son voyage aux États-Unis en juillet 44, on lui dit qu'il faut aller voir le général Pershing. Alors il va voir le général Pershing, qui était dans une maison de retraite et qu'il avait bien mérité parce qu'il était très très affaibli cérébralement. Et le général Pershing voit De Gaulle, lui dit « Ah, De Gaulle, oui, un officier français. Comment va le maréchal Pétain ?» Et De Gaulle, superbe, dit « Bien, à ce qu'on me dit. » Et mais à part cette modeste trace de pétainisme tardif, De Gaulle s'est quand même inscrit en faux. Ça ne l'a pas empêché de dire
du maréchal Pétain, ce qu'il fallait en dire, parce que je crois qu'il faut bien voir que le maréchal Pétain, le général Pétain, pas le maréchal, le général Pétain a non seulement gagné la bataille de Verdun, a été le chef de l'armée française, Foch étant le chef des armées interalliées, mais il a défendu la France avec des vertus républicaines, vertus qu'il a profondément oubliées. Si la France a gagné la guerre par rapport à l'Allemagne, c'est aussi, Audouin Rousseau, Stéphane Audouin Rousseau nous l'avait expliqué dans une émission, parce qu'elle était républicaine, parce que il y avait un rapport profond entre les conscrits et les officiers, qui étaient souvent d'ailleurs des bourgeois, des officiers de réserve, parce que les officiers d'active, ils étaient morts dans les premières années du conflit. Et il y a eu une solidarité de classe. En 1917, Audouin Rousseau disait que face à l'attitude absolument effrayante de l'état-major, de Nivelle, le chemin des dames, etc., eh bien, les militaires, les soldats ont été peu nombreux à lever la crosse. En revanche, ils écrivaient à leurs députés. Ils avaient le sentiment que les députés servaient à quelque chose. C'est étonnant, hein. Ils écrivaient à leurs députés pour dire « ça ne va pas ». Ils avaient un réflexe républicain. Les Allemands, ça n'existait pas de l'autre côté. Les soldats allemands, ils ont fini par être gagnés par la propagande spartakiste à partir notamment de juillet 1918. Ça marchait plus du tout, l'armée allemande, à ce moment-là. Parce que, bon, alors voilà. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est quand même un truc. Moi, je suis, de ce point de vue-là, je crois qu'il fallait certes dénoncer l'horreur, mais il fallait rendre hommage à la gloire. C'est une guerre défensive. Nous n'avons pas été à l'origine, même s'il y a des controverses là-dessus, nous n'avons pas été à l'origine de cette guerre. Je rappelle qu'aux élections de 1914, c'est la gauche contre la loi des 3 ans, Caillot et Jaurès qui ont gagné les élections. Nous n'avons pas... la guerre s'est faite sur le territoire national. Nous avons défendu pied à pied notre territoire. Et moi, je suis de Dunkerque. Je sais ce qu'il en est. Ma maison a été détruite en mai 40. On sait ce que c'était que la lutte dans ces endroits-là. C'est la vertu des hommes, la vertu des bourgeois, la vertu des ouvriers qui a permis cette victoire. Et en revanche, on aurait pu réfléchir un peu plus à la paix, aux échecs de la paix, et ça nous aurait alors là singulièrement éclairé sur ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Parce que si ça a si mal tourné, c'est par défaut de solidarité, par défaut de multilatéralisme, par absence d'union entre les forces alliées au lendemain de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en train de revivre ce scénario cauchemar, et les résultats ne risquent pas d'être flambants aujourd'hui, pas plus qu'ils ne l'étaient hier. Nicolas Bavrez. Quelques remarques brèves. D'abord sur les causes du conflit. Ça, c'est un point qui est très important. Si on parle encore de belle époque, c'est que, de fait, le début du XXe siècle est une des périodes à la fois les plus prospères, les plus réussies. Et comme on l'a dit, tous les patronats sont totalement pacifistes. Pour une raison claire, c'est que personne n'a intérêt, d'un point de vue économique, à fracasser le monde du début du XXe siècle. Donc, de fait, la thèse de Lénine est absolument non vérifiées. Les vraies causes, elles sont très claires. Ce sont des causes purement politiques et qui nous ramènent à aujourd'hui. Ce sont des causes d'affrontement de puissance. La première cause, c'est la rivalité entre l'Allemagne et le Royaume-Uni pour le leadership en Europe. À un moment donné où le Royaume-Uni est dépassé par les États-Unis largement, mais aussi par l'Allemagne d'un point de vue industriel. C'est vrai qu'il y a la revanche franco-allemande qui est en filigrane, mais l'autre cause très importante, c'est la rivalité Autriche-Hongrie et Russie dans les Balkans. Et c'est d'ailleurs de là que, comme vous le savez, le conflit va partir. Deuxième remarque, dans les choses qu'on ne commémore pas et qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est la dernière grande victoire française. C'est une victoire et la France a eu un rôle déterminant, même si évidemment l'arrivée des États-Unis a fait comprendre aux Allemands que de toute façon il n'y avait plus de victoire possible. Et dans cette victoire qu'aujourd'hui, de même qu'on ne parle pas du sacrifice des soldats
qui ont choisi de mourir pour la France, on ne parle pas de cette notion de victoire alors qu'elle est essentielle. Il y a un homme dont il faut quand même rappeler le nom, c'est Clémenceau, parce que oui, Pétain était républicain, mais il y a surtout un homme qui va prendre et réasseoir la direction et le primat du politique sur le militaire dans la conduite du conflit, dans la terrible année 1917 où les choses vont très mal. Et cet homme, c'est Clémenceau. Il faut rappeler absolument le fait que l'armée française s'est réformée de manière spectaculaire et positive pendant le conflit. Ça n'exclut pas la succession d'erreurs. On a rappelé Nivelle, mais il y en a eu bien d'autres. Mais quand on regarde l'armée française de 1918, avec les innovations en matière de chars, en matière d'aviation, en matière de... Ça n'est plus du tout le pantalon Garance de 1914. Et puis, il y a l'industrie. Il ne faut jamais oublier que la France est une machine à produire des bateaux, des chars, des avions, et que l'industrie française a joué un rôle tout à fait fondamental. Ça mérite d'être rappelé. Ensuite, très vite, sur ce qui s'est passé cette semaine, et il a été rappelé, je crois c'est clairement un échec. Donc d'abord, l'itinérance mémorielle, je rejoins ce qui a été dit par Jean-Louis Bourlange, c'est-à-dire que ça n'est certainement pas la faute de nos concitoyens du Nord de ne pas avoir compris ce que ça veut dire, parce que ça ne veut rien dire. Et donc, c'est quelque chose... l'itinérance, c'est un terme technique du vocabulaire des télécommunications. Très franchement, ça n'a strictement rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Deuxième chose importante, Emmanuel Macron a une part de responsabilité. Pourquoi ? Parce que c'est la surexposition du président. Ça, c'est une chose qui est sérieuse et qui est dangereuse, comme on le voit avec la tentative d'attentat déjoué contre le président. Il est certain qu'en concentrant tous les pouvoirs et en s'exposant de cette manière-là, le président contribue à une extrême personnalisation et à une hystérisation du débat public. Et il le joue, y compris en faisant en sorte que rien ne s'installe dans son dialogue conflictuel avec les extrémistes des deux bords, les amis de Viktor Orban et les amis d'Hugo Chavez. Et la dernière chose, c'est que vous voyez ce qui a été dit sur ce qui me frappe, c'est que ce pouvoir qui est extrêmement technocratique, finalement, le problème, c'est qu'on a affaire à un vide politique. On ne peut pas aujourd'hui, dans un environnement très durci sur le plan international et sur le plan intérieur, fonctionner avec un système qui nie l'existence des partis politiques, qui nie l'existence du Parlement, qui nie l'existence des élus. Et c'est là la vraie difficulté de ce qui se passe en ce moment. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais juste dire une chose, c'est qu'on parle des morts, on parle des soldats, mais qu'on sait aussi, et moi je l'ai mesuré en discutant avec un certain nombre de personnes, peut-être parce que c'est un centenaire, une commémoration, qu'il y a aussi des commémorations familiales, et que la façon dont les hommes sont morts, les jeunes hommes sont morts, a marqué en fait plusieurs générations, qu'aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui ont mon âge, j'ai la cinquantaine. Effectivement, ça a été dit par Jean-Louis, qui me dit que ça se voit pas, il est très gentil, mais il y a quelque chose autour des histoires familiales brisées, du manque des hommes, de la question de la créativité. Hier encore, elle me dit, moi, j'avais un grand-oncle, c'était un poète merveilleux à 16 ans, il est mort à 19. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose autour de cette perte immense pour la société. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, la question de est-ce qu'il n'aurait pas pu les gouvernements, nous éviter la guerre, me semble être une question extrêmement actuelle. Peut-être parce qu'elle a des résonances par rapport à un état du monde qui est un état dégradé où on sent bien qu'il y a une incertitude sur la sécurité, mais aussi parce que l'image, ça a été rappelé par nous tous, l'image de ceux qui gouvernent, de ceux qui font de la politique est aussi dégradée. Et donc la question de l'absurdité de la guerre est aujourd'hui posée avec une vraie actualité par ceux au nom de l'histoire, mais aussi au nom de l'avenir. Béatrice Gibelin. Juste une phrase, je pense que la France, à la veille de la guerre de 14, est une grande puissance, et sans doute l'une des plus grandes puissances, en tout cas en Europe, c'est une très grande puissance. Et après 18, elle ne se remettra jamais vraiment, sauf peut-être à partir des années 70-80, de cette saignée et de cet arrêt brutal qu'a représenté la guerre de 14. Je trouve qu'on devrait toujours s'en souvenir.
Il y a eu une floraison de ridicules que nous avons rappelé les uns et les autres, cette itinérance mémorielle et autres cache-misère. Quand on n'a pas de contenu, évidemment, on essaye de soigner l'emballage. Mais il y a toujours des ridicules comme ça, marginaux, latéraux, supplémentaires. Et je crois que M. Mélenchon, en expliquant que c'était le général, puis maréchal Joffre, qui avait gagné la guerre de 14, nous a offert une séquence assez intéressante parce que, outre que le général Joffre n'a pas vraiment gagné la bataille de la Marne, parce que c'est Gallieni qui l'a fait, ensuite il a été tellement catastrophique, ce fameux attaquons comme la Lune, disait quelqu'un à son propos, qu'on a dû l'envoyer en retirer Lyoté, absolument, oui. Qu'on a dû lui retirer la direction des opérations et qu'on l'a envoyé faire un tour aux États-Unis. Et voilà, c'est comme ça. En ce moment, M. Mélenchon, comme le faisait remarquer Lucille, n'a pas la baraka. Et il me fait penser à cette phrase magnifique des Shadocks que j'aime à citer, qui dit que avec un escalier qui est prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. C'est des Shadocks. Et nous allons maintenant nous intéresser à la nouvelle donne. J'espère que tout le monde appréciera le jeu de mots, le New Deal for Donald Trump. Là, au moins, ça a un sens. Côté rooseveltien de Donald Trump, qui avait échappé à certains. Exactement. Et donc, la nouvelle donne pour Donald Trump, c'est que les élections de mi-mandat aux États-Unis, que lui a salué comme un immense succès pour son camp, sont un scrutin qui reflète une image nuancée de l'électorat américain, image qui a... la majorité du Parti républicain au Sénat est confortée de 2 sièges, du moins c'est ce qu'on sait à l'heure où on parle, parce qu'il y a un certain nombre de contestations, et en même temps, les élections privent le Parti républicain de la majorité à la Chambre des représentants, qui bascule vers une majorité démocrate pour la première fois depuis 8 ans. Face au président Trump, l'élu démocrate et probable candidate à un poste qu'elle a déjà occupé, le poste de speaker de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est elle aussi félicitée des résultats de mercredi. À l'issue du scrutin, elle a affirmé que son parti allait permettre de rétablir l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis, et pour ce faire, le Parti démocrate devra s'appuyer sur les prérogatives exclusives dont dispose la Chambre en matière fiscale, budgétaire, de politique commerciale, tout en évitant qu'un blocage avec l'exécutif n'affaiblisse son crédit auprès de l'opinion. En effet, si le président Trump a annoncé qu'il s'accommodait de cette cohabitation et que son administration était prête à collaborer avec la nouvelle Chambre, cette campagne électorale a notamment marqué son emprise renforcée sur l'appareil du Parti républicain, avec lequel il entretenait des relations compliquées depuis sa victoire à la primaire de 2016. La normalisation électorale que représente paradoxalement ce résultat semble donc conforter le président Trump avant les prochaines élections américaines qui, comme on le sait, auront lieu en 2020. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, ce que je voulais dire pour commencer, c'est que les midterms ne sont pas finis. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Philippe le rappelait, donc puisqu'on recompte en Arizona, en Géorgie et surtout en Floride, et que de Paris, Donald Trump, vous l'avez peut-être vu, a tweeté sur ces élections. Ils veulent voler les élections en Floride. Donc nous sommes complètement partie prenante de ça. C'est un des principaux... vous vous rappelez peut-être qu'en 2000, c'est en Floride que la Cour suprême avait été obligée d'arrêter le recomptage, puisque je crois qu'il y avait à peu près 540 voix d'écart entre George W. Bush et Al Gore, et c'est là que s'est jouée, au fond, cette élection si contestée. Si je peux me permettre une anecdote, oui. Lucille, mais... George W. Bush avait envoyé un magistrat pour soutenir sa position en Floride, et ce magistrat, c'était le juge Kavanaugh, que vient d'être nommé à la Cour suprême par Donald Trump. Pardon. Alors tout va changer en Floride, parce qu'en même temps que l'élection est extrêmement disputée et n'est pas encore donc réglée, les électeurs en Floride ont décidé de donner de nouveau l'autorisation à ceux qui avaient un casier judiciaire qui n'est pas vierge, c'est-à-dire 1,5 million de personnes, de voter de nouveau aux prochaines élections. Et comme on sait que la question du gerrymandering, la question du charcutage électoral et du fait d'exclure les électeurs des listes a joué un rôle fondamental dans les résultats. En tout cas, on sait que la Floride va rester un État stratégique de manière déterminante, notamment pour 2020. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le résultat n'est apparemment pas mauvais pour Donald Trump, et ça, vous le savez très bien, puisque ça a été largement souligné depuis maintenant plusieurs jours. Les démocrates ont gagné 28 sièges, et lui, il a gagné, enfin, les républicains ont gagné 2 sièges au Sénat.
Et là encore, il faut quand même, je pense, il faut rythmer cette intervention de tweet de Donald Trump, puisque c'est comme ça qu'on fait maintenant. Magnifique victoire pour ceux qui ont travaillé avec nous dans cette incroyable élection. Le nous de majesté, bien sûr, puisqu'il s'agit bien d'avoir travaillé avec Donald Trump. Il signale ainsi que ceux qui, au Parti républicain, n'étaient pas d'accord avec lui, dont un certain nombre ne s'étaient pas représentés, comme Paul Ryan, le speaker de la Chambre, au fond, ont été balayés, et ça a été assez remarquable dans le cadre des résultats. Donc, il a fait campagne, et il est devenu le chef de son parti. C'est quelque chose aussi qui relève de ces élections de midterm. On disait beaucoup que Donald Trump, en fait, ne dirigeait pas le Parti des Républicains et qu'il était une espèce que beaucoup à contre-cœur avaient accepté son leadership. Ça a été aussi largement souligné. Aujourd'hui, Donald Trump est sans doute devenu le leader du Parti républicain parce qu'il a fait campagne, il n'a pas laissé les choses être locales, il les a présidentialisées, si on peut dire, et il est évident qu'il est en train de lancer la perspective des élections de 2020. Jean-Luc Bourlange. Oh, pardon. J'ai pas tout à fait terminé, Philippe, mais je vais essayer d'être beaucoup plus courte. Mais je voulais quand même dire une chose, parce que je voulais quand même parler des démocrates, pas seulement de Donald Trump, c'est que évidemment, il y a un certain nombre de leaders qui ont émergé pendant ce scrutin, notamment en Floride, comme je l'ai dit, mais aussi rappeler que les femmes ont très nettement voté contre Donald Trump. Il y a 18 points d'écart sur le vote démocrate et le vote républicain pour les femmes, que plusieurs femmes représentant des minorités sont entrées à la Chambre des représentants, des femmes musulmanes, des femmes amérindiennes, je crois que c'est un point qui est essentiel, et que, ça a été aussi beaucoup dit, il va y avoir un premier gouverneur ouvertement gay au Colorado. Donc c'est une question de visibilité des minorités qui aussi doit être soulignée. Après, je terminerai rapidement en disant que deux choses, au fond, concernent à la fois les républicains et les démocrates. La question des contenus, parce que si les républicains ont un leader, quel sera le contenu de leur programme ? Donald Trump fait beaucoup campagne à coups de tweets et à coups de présence physique. Quel sera le programme qu'il peut porter en 2020, alors même qu'il dit on va avoir une merveilleuse cohabitation avec les démocrates ? Est-ce qu'il va adoucir et qu'il dit « je voudrais être beaucoup plus doux que je ne l'ai été ». Est-ce qu'il va adoucir le contenu de son programme ? Et puis pour les démocrates, la question c'est qu'un certain nombre de personnes ont gagné, ont fait de très belles campagnes comme Beto O'Rourke au Texas, et que ce sont des gens qui appartiennent à la tendance Bernie Sanders, qui n'est pas celle de Nancy Pelosi. Donc il y a un sujet de leadership chez les démocrates et un sujet de contenu du programme. Est-ce qu'ils vont gauchir leur programme ou est-ce qu'ils vont rester dans un programme de centre-gauche ? Est-ce qu'ils vont changer leur manière de faire campagne et faire campagne plus ouvertement à gauche qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent ? Voilà. Jean-Luc Bourlange. Oui, je crois qu'effectivement, ce ne sont pas des élections qui sont mauvaises pour le président. D'abord, ce qui me paraît frappant, c'est l'extraordinaire stabilité. Parce que, en réalité, c'est exactement le même équilibre qu'à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle, Trump avait été sévèrement distancé par le suffrage universel. C'est Hillary Clinton qui avait obtenu entre 2 et 3 millions de voix de plus que Trump. Et en revanche, il avait gagné aux États, parce que les petits États, notamment du centre de l'Amérique, des États-Unis, étaient tout à fait favorables à cette ligne extrêmement dure. Et les grandes masses urbaines de New York ou de Californie, ça faisait quand même, ça faisait que 2 États, si je puis dire. Et on retrouve exactement la même situation. Donc il est tout à fait logique qu'il ait gagné au Sénat. Il faut d'ailleurs voir qu'il y avait quand même assez peu de sortants républicains et beaucoup de sortants démocrates. Donc c'était extrêmement difficile pour les démocrates d'inverser la relation, et qu'en revanche, à la Chambre des représentants, qui représente fidèlement le corps électoral américain, un homme, one man, one vote, là, il a été très nettement distancé. Donc on voit qu'il y a, à travers tout ce qui s'est passé depuis l'élection, il y a une relative stabilité. En revanche, là où c'est plutôt avantageux pour lui, c'est l'évolution des deux partis. Alors, sur le Parti républicain, il a effectivement pris le contrôle du Parti républicain sur ces thèmes. Il a éliminé un certain nombre de choses. Je pense que la droite religieuse, elle est comment, enfin, c'est pas un personnage essentiellement religieux, Trump, on peut dire. Hein. Jérusalem. Bon. Et donc, le thème religieux va être minoré. Certes, on va toujours être réactionnaire sur tous les sujets, mais ça va pas être cette espèce de croisade religieuse qui était quand même un petit peu qui marginalisait un peu le Parti républicain. Sur la politique extérieure, les républicains ont quand même été
toujours moins sensibles aux thèmes multilatéralistes que les démocrates. Ils ont toujours considéré que les intérêts américains devaient primer sur les responsabilités vis-à-vis des alliés, même s'ils voyaient bien avec le lien entre les deux. Donc là, il accentue dans ce domaine-là. Le seul domaine qui est très difficile et qui reste très difficile à accepter pour les républicains, c'est le protectionnisme, avec d'ailleurs des conséquences économiques qui sont aussi assez dangereuses. Quant aux démocrates, je crois que les démocrates sont dans leur politique traditionnelle. Qu'est-ce que c'est que le Parti démocrate ? Pas tout à fait. Le Parti démocrate, c'est le parti de la classe ouvrière, plus les minorités. Et le Parti démocrate est majoritaire quand il arrive à fédérer les minorités et à les lier au sort de la classe ouvrière et des syndicats. Aujourd'hui, la classe ouvrière, manifestement, est tout à fait divisée. Elle est plus largement républicaine qu'elle ne l'était avant. Et l'électorat fondamental des démocrates, c'est devenu les classes moyennes. Les classes moyennes dans les grandes zones urbaines civilisées. Ça n'est pas rien. C'est plutôt un avantage en termes électoraux, en termes de base électorale. Quant aux minorités, elles comptent beaucoup. Il y a les Noirs, il y a surtout les hispanos, il y a les femmes qui sont d'une minorité qui a l'étrange destin d'être majoritaire, il y a les minorités sexuelles, LGBT, tout ça existe et fait énormément d'électeurs. Et dernière évolution, et ça c'est beaucoup plus préoccupant pour le Parti démocrate, c'est ce que Lucie vient de dire, c'est le gauchisme, le durcissement idéologique. Et alors là, si on a un Trump qui campe sur une classe ouvrière populiste avec des réflexes élémentaires, et en face, un Parti démocrate qui se met à caracoler sur les valeurs défendues par Bernie Sanders dans la dernière élection, il y a là quelque chose, un risque de minorisation du Parti démocrate. Donc, tout ça dépendra de la question de savoir si les démocrates accoucheront comme ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils ont accouché de Clinton, que personne n'attendait. Ils ont accouché d'Obama, que personne n'attendait. Est-ce qu'ils accoucheront de quelqu'un de nouveau qui ne sera pas un leader marginal à la gauche du parti? C'est ça, à mon avis, l'enjeu central des années à venir. Béatrice Gibelin. Oui, moi je vais faire une lecture un peu plus optimiste, au sens où évidemment... Anti-trumpiste. Anti-trumpiste, bien sûr. Je pense que quand on dit, au fond, Trump a très bien résisté, il a gagné 3 postes au Sénat, c'est vrai. Mais si on regarde les choses d'un petit peu plus près. D'abord, il avait, comme vous l'avez rappelé, une carte électorale qui lui était favorable pour le Sénat. Il y avait 24 sièges en jeu pour les démocrates, il y en avait beaucoup moins pour les républicains, je crois que c'était une dizaine. Et puis, dans les sièges qui étaient en jeu, il y avait des territoires sur lesquels Trump était arrivé avec 20 points d'avance en 2016. Donc, le retournement était, à mon avis, assez difficile. Et les républicains ont tenu le Dakota du Nord, le Missouri, l'Indiana, mais pas le Montana où pourtant ils pouvaient l'espérer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on regarde cette carte, Jean-Louis a dit, on a la côte ouest, on a la côte du nord-est. C'est vrai, c'est les côtes, mais globalement, c'est les villes et ce qui est nouveau, les banlieues de ces villes, qui étaient des banlieues républicaines. Si je pense à Phoenix, j'ai regardé Phoenix, en Arizona, qui était un État républicain tranquille. Eh bien, les banlieues sud de Phoenix étaient démocrates, mais pas les banlieues nord, ni est, ni ouest, qui sont des banlieues aisées, qui votaient toujours démocrate. Là, c'est un vote qui votait toujours républicain. Là, c'est un vote démocrate. Et je pense que c'est très important. C'est-à-dire que le vote majoritaire pour l'électeur de Trump, c'est quoi? C'est un homme âgé, plus de 50 ans, blanc, ayant pas fait d'études, enfin un minimum tout au moins, et ça c'est pas l'Amérique la plus nombreuse demain. Et je pense que le vote des femmes,
ça a été rappelé, le vote des minorités, le vote des gens formés, cultivés, me semble extrêmement important. Et si on veut bien regarder précisément la carte et pas seulement ce qui est resté rouge ou ce qui est resté bleu, on va se rendre compte qu'on a une poussée démocrate. J'ai terminé très rapidement et la question qui est importante, deux questions, c'est comment les démocrates vont réussir à mettre dans le même parti et à porter le même programme des gens qui vont effectivement à une gauche, on va dire radicale, si je ne veux pas dire extrême gauche, pour Bernie Sanders, ou à une gauche très centriste, libérale au sens classique des Américains, et c'est mettre Mélenchon d'une certaine façon et les radicaux dans le même parti, c'est pas évident. Et l'autre point qui est important, c'est qui pour incarner ça. Alors est-ce qu'ils vont trouver la pépite? Et là, il y a toutes les chances, non pas de gagner en 2020, mais au moins peut-être en 2024. Je vous rappelle, si vous ne dites pas tout ce que vous voulez dire maintenant, vous pourrez le dire tout à l'heure dans le Dada, vrai, qui sera aussi enregistré et que nos auditeurs pourront également, pas seulement les auditeurs présents, mais les auditeurs lointains pourront également entendre. Mais Nicolas Bavrez, ceci est un appel à la brièveté. Je vais être bref comme Jean-Louis Bourlange sait l'être. Alors si on en est aux menaces, évidemment. Tu l'as cherché, Philippe. Donc d'abord, ce n'est pas parce que les faits sont déplaisants qu'ils n'existent pas. Donc on a tous voulu croire que Donald Trump était une parenthèse, un accident. Tout ça est faux. Donc Donald Trump et les séquelles qu'il va laisser sont durables parce qu'il correspond à des changements qui sont très profonds dans les États-Unis. La stabilité qu'on a invoquée est une fausse stabilité. Pourquoi ? Parce que, premièrement, la participation est en hausse, c'est considérable. On est passé de 36 à 48% de participation. Il y a 114 millions d'Américains qui ont voté. Ce qui veut dire que Donald Trump a peut-être beaucoup de défauts, mais qu'il ramène les gens dans les bureaux de vote. Deuxièmement, c'est une fausse stabilité parce qu'effectivement, il y a la polarisation territoriale, on l'a évoqué, et polarisation idéologique. Il n'y a plus les critiques de Trump au sein du Parti républicain sont éradiquées et il y a à peu près un tiers des élus démocrates qui sont proches de Sanders. Donc, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Il y a un écart en faveur des démocrates qui se creuse. Ils ont eu 51,1% des voix contre 47,2% pour les républicains. Conclusion pour 2020. Contrairement, je crois pouvoir répondre à Lucille Schmitt, c'est-à-dire que côté républicain, on a un candidat, Donald Trump, mais on a aussi un programme, puisque le programme de Donald Trump, c'est Donald Trump. Et donc, les choses sont extrêmement claires. Il a d'ailleurs aussi une religion, c'est encore et toujours Donald Trump. Et le piège pour les démocrates, c'est justement de tomber dans l'hyperpersonnalisation, de passer les 2 ans qui viennent à s'occuper de la destitution ou de l'impeachment et de ne pas s'occuper des Américains ni de la législation. Et par ailleurs, il leur faut trouver, eux, un programme et un projet. Ce qui est important, c'est que le tournant, la fin de l'ordre de 1945, tournant protectionniste, les démocrates sont au moins aussi protectionnistes que Trump. Le repli américain, il a commencé avec Obama, les démocrates n'y changeront rien. La confrontation avec la Chine, les démocrates sont aussi sur la même ligne. Donc la seule différence, c'est qu'ils sont un peu moins méprisants pour les alliés traditionnels des États-Unis. 4 enseignements qui nous intéressent. Premièrement, d'un point de vue électoral, cliver dans une société fracturée est efficace d'un point de vue électoral. C'est le pari des populistes. Deuxièmement, le vote ne se fait pas seulement sur l'économie. C'est plus le moment Clinton, it's the economy stupid. Aujourd'hui, le vote se fait au moins autant sur la politique pure, la sécurité, l'immigration, les frontières. Troisième conclusion, il n'y aura pas de retour à l'ordre de 1945. Quatrième conclusion, dans ce monde où les démocraties sont fragiles, où les États-Unis se retirent, où l'Europe se divise, ça nous ramène exactement au sujet précédent, il est grand temps de relancer l'Europe. Merci Nicolas Bavrez. Avant que nous passions à notre dernière séquence, la séquence des brèves, je voudrais que nous remercions nommément certains de ceux qui nous ont soutenus moralement et matériellement. Et pour ce qui me concerne, je commencerai en remerciant André Barbu, Frédéric Moll, Roselyne Emery, David Sandier et Camille Leca. Béatrice. Jérôme Gauchard, Colin Parellier, François Aubry, Igor Klens-Hans, Jean-François de Gerfagnon.
Nicolas. Je remercie au nom du Nouvel Esprit Public Didier Larose, Marion Joumen, Axel Pic, Naël Rachet et Jean-Mathias Charrière. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi j'exprime notre gratitude collective à Christophe Surjoux, à Pierre Gicot, à Marie-Claude Urpi, à Michel Azaria et à Valérie Gastaldi. Lucille Schmitt. Et moi, à Hubert Delhomme, Olivier Colil, Alexandre Fabre, Jérôme Séjournet et Laurent Roquezani. Merci, nous voilà maintenant entrés dans la séquence des brèves. Je voudrais signaler l'existence d'un livre et d'une exposition. Le livre est le catalogue de cette exposition. Elle s'intitule Écoliers en guerre 1914-1918 et elle rassemble la collection graphique de l'école alsacienne, c'est-à-dire les dessins faits par les enfants, parmi lesquels certains appelés à devenir illustres, Théodore Monod ou Jean Brulaire, qui est devenu par la suite l'écrivain, le graveur et l'écrivain Vercors et le fondateur des éditions de Minuit. Cette exposition a lieu à la mairie du 6e arrondissement et le catalogue qui a été fait en partie d'ailleurs par les travaux des élèves d'aujourd'hui qui sont allés rechercher un certain nombre de documents d'époque et puis par Florence Lacombe, Emmanuel Cronier et Emmanuel Laroche, ce catalogue reprend non seulement ces dessins mais aussi les remet dans la perspective historique de l'époque. Les dessins sont à la fois très beaux, étonnamment beau, notamment chez certains dessinateurs qui ont 8 ans et qui maîtrisent le dessin et les couleurs d'une manière étonnante, et en même temps, évidemment, permettent de suivre comment cette guerre est vécue de l'intérieur par des enfants qui croient d'abord que, comme tout le monde, que c'est une affaire de quelques semaines et qui vont devoir s'apercevoir que c'est loin d'être le cas. Exposition à la mairie du 6e et le catalogue, tout ça est évidemment référencé sur notre site Lucille Schmitt. Oui, alors moi, au risque de paraître un peu décalé, alors qu'on vient de parler de la Grande Guerre des États-Unis, je voulais vous recommander un film qui est assez ancien et qui parle de la Nouvelle-Calédonie. D'abord parce que j'ai un attachement particulier à ce territoire et surtout parce qu'il y a eu ce référendum le 4 novembre. Il faut que vous alliez voir ou revoir, pour ceux qui l'avaient vu, Les Médiateurs du Pacifique, qui est un film qui date de 1997, et je tiens à vous le dire, qui est assez pro-rocardien, puisque Olivier Duhamel en était le co-scénariste. C'est un film, en fait, documentaire, qui reconstitue un moment très particulier de l'histoire de ce territoire, qui est que quand Michel Rocard devient Premier ministre, d'ailleurs dans ce film, vous verrez Michel Rocard jouer son propre rôle en termes de reconstitution documentaire, ce qui est assez drôle, qui reconstitue ce moment de 3 semaines où Michel Rocard envoie 7 médiateurs, comme les 7 samouraïs, en Nouvelle-Calédonie, avec au premier chef Christian Blanc et son gros cigare, pour aller rencontrer en fait les différentes parties prenantes. Dans les médiateurs, vous avez des représentants des différentes communautés, vous avez un représentant des protestants, un représentant des catholiques, vous avez donc des représentants, vous avez aussi des représentants des francs-maçons, le grand maître de l'époque. Et à travers ce film, au fond, vous voyez comment est-ce qu'une médiation peut arriver. Et c'est quelque chose d'assez passionnant par rapport à une situation minée, puisqu'on parlait de société fracturée. Et voilà, donc je trouve qu'en plus, il y a des moments d'humour assez forts, je vous disais, quand on voit certaines personnalités jouer leur propre rôle. Merci. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'était pas n'importe quel prêtre, d'ailleurs, c'était le père Guy Berthaud qui était le patron de l'enseignement catholique. Oui, avec qui Michel Rocard avait négocié la question de l'enseignement libre catholique et Michel Rocard avait aussi envoyé le directeur de la gendarmerie qui avait réglé les problèmes de la gendarmerie après la guerre d'Algérie où il y avait beaucoup de sanctions et de décisions à prendre, mais dans la plus grande discrétion possible. Donc les familles étaient représentées au sommet. Moi, je voudrais proposer un livre qui est triplement décalé. Premièrement, parce que c'est un livre de Nicolas Chaudin, L'été en enfer, Napoléon III dans la débâcle. Alors, il est décalé parce qu'il date de 2011 et que je viens de le lire. Je viens de le lire parce que je discutais avec une amie à la terrasse d'un café et je parlais, c'était un sujet de conversation assez particulier, il faut le reconnaître, de la retraite du général Chanzy avec la tête de la 2e armée de la Loire, quand Chaudin, qui était à côté de moi, comme ça qu'on séduit les dames, trouve enfin quelqu'un qui s'intéresse à la guerre de 70 et me dit, mais j'ai écrit un livre, etc., que j'ai immédiatement acheté et j'ai été absolument émerveillé. Alors, le deuxième décalage, c'est qu'effectivement, on parle de la guerre de 14 et je crois que c'est très intéressant de parler de la guerre de 70. Et le troisième décalage, c'est que quand on parle de la guerre de 70, on parle en général de la défense républicaine, de ce qui s'est passé après le 4 septembre, de Gambetta, de l'affrontement politique entre Gambetta et Thiers. Et là, Chaudin s'intéresse à quelque chose de différent. L'été en enfer, c'est Napoléon III dans la débâcle, c'est l'extrême fin de règne de Napoléon III, et il montre quelque chose qui m'avait totalement échappé, qui échappe aux historiens, aux Malaisac, etc., qui est que
Napoléon III a été victime d'un quasi-coup d'État familial pendant cette période et qu'il a été totalement marginalisé du pouvoir à partir du moment où ça a commencé à tourner mal pour les armées françaises. C'est un livre magnifiquement écrit, vraiment, songez à la grande oubliée de notre histoire, c'est la guerre de 70. Et là aussi, il y a des sacrifices qui valent la peine qu'on s'en souvienne. Je ne retrouve plus le titre du formidable livre de Nicolas Chaudin sur l'incendie de la Commune, enfin, sur la manière dont le Louvre a été sauvé. Enfin bref, lisez tout Nicolas Chaudin. Puis je profite parce que le micro repasse devant moi, par hasard, pour signaler le numéro de la NRF dans lequel il y a un très remarquable article de Philippe Lançon sur l'après de son livre, qui coïncide avec le moment de la mort de son père, et un non moins remarquable article de François Sureau sur... Le brasier, le Louvre incendié par la Commune. Absolument. Non moins remarquable article de François Sureau sur Babar comme étant le modèle inconscient de l'homme politique rêvé par tous les Français. Béatrice Gibelin. Je vais me précipiter pour le lire. Moi, c'est un petit livre écrit par une très grande sociologue, à mon avis, qui s'appelle Nathalie Heinisch, que vous connaissez sans doute. Et c'est un petit livre qui s'appelle « Ce que n'est pas l'identité ». Et dans ces temps où le nationalisme identitaire se porte trop bien à mon goût, il est important d'avoir cette réflexion qui est brève, mais qui est très très bien menée, en disant que l'identité n'a pas à choisir son camp, ni à droite ni à gauche. Les partisans de l'identité, j'allais dire consubstantielle, seraient de droite, et ceux qui contesteraient l'identité seraient de gauche, qu'il n'y a pas une identité, mais qu'on est confronté à des identités, toutes choses que beaucoup ici connaissaient. Mais je pense que la lecture de ce petit livre pourrait vous donner des arguments quand vous avez autour de vous un certain nombre de gens qui vous fatiguent avec l'identité nationale et sa menace et son danger. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'identité nationale, bien sûr. C'est un débat que nous aurons une prochaine occasion. Nicolas Bavrez. N'ayant pas d'imagination, moi je reste dans le fil de cette émission. Les guerres mondiales du XXe siècle ont été souvent comparées à la guerre du Péloponnèse, avec l'entre-deux-guerres qui représente la paix de Nicias. Des gens comme Élie Halévy et bien d'autres ont fait la comparaison, même dès l'entre-deux-guerres, en voyant arriver la seconde. Et ça renvoie à un livre, mais aussi à tout le débat qu'il y a autour, le livre de Graham Allison aux États-Unis, précisément sur le piège de Thucydide. Le livre s'appelle « Programmé pour la guerre. Est-ce que les États-Unis et la Chine peuvent échapper au piège de Thucydide ?» Le piège de Thucydide, c'est le fait que la grande puissance montante et la grande puissance déclinante, tôt ou tard, finissent par se faire la guerre. Et tout le débat qui est autour sur le piège de Thucydide, je crois, est extrêmement intéressant et renvoie donc à la fois à la commémoration d'aujourd'hui et aux leçons qu'on peut en tirer pour le temps présent. Je vous remercie. C'était le nouvel Esprit public en public à l'école alsacienne. Une émission préparée avec Benoît Heurtel et enregistrée par Laurie Galigani et Christian Sauvy, produite par Nouvelles Écoutes et Julien Neuville. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel Esprit public. Et je remercie et l'école alsacienne de nous accueillir et le public de s'être si nombreux portés à notre écoute.